Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'Instant T, le magazine d'actualité près de chez vous. On connaît les archéologues qui grattent le sol à la recherche d'objets du passé, mais il y a aussi ceux qui cherchent sous la mer. Il existe donc des fouilles sous la mer et pendant les vacances d'hiver, Océanopolis vous propose aux enfants comme aux grands, de découvrir le travail de ces chercheurs d'histoire. Et on en parle dans un instant avec Yann Lenauzer, régisseur des expositions à Océanopolis. Mais tout de suite, l'actualité près de chez vous, c'est dans l'instant T et c'est tout de suite. Et un tour de plus, Concarneau s'est qualifié mardi soir pour le quart de finale de la Coupe de France en éliminant le club de Croix dans le Nord. David Cormier a suivi pour nous cette soirée nordiste pleine d'émotions pour les joueurs dont l'équipe accède pour la première fois à ce niveau de la compétition. 120 minutes de jeu, d'effort et pas de but. Alors c'est au pénalty que Croix Concarneau livrera son verdict. Concarneau mène 3-1. Je suis arrivé vers l'arbitre, j'ai pris le ballon, je lui ai demandé pour m'assurer si je marquais, c'était bien la fin. Il m'a dit je ne veux pas vous mettre de pression, mais oui, si vous marquez c'est la fin. Mais j'étais serein, oui, ils en avaient raté 2, moi j'avais juste à le mettre. Non, j'étais bien, facile. L'USC jouera le premier quart de finale de son histoire, le président est ému. C'est un grand bonheur, une grande joie, pour toutes les personnes qui vont faire 20 heures de bus aujourd'hui pour venir nous voir, c'est extraordinaire. Je remercie tout le monde de nous avoir soutenus et puis la fête continue. Les Concarnois étaient arrivés le matin à l'aéroport de Lille. Direction l'hôtel, repas diététique, repos, collation et causerie d'avant-match. Je suis convaincu qu'une des clés de la qualification, c'est aussi la gestion de l'événement. D'accord ? C'est aussi ça, d'accord ? Ne pas stresser, ne pas avoir peur de l'issue du match, d'accord ? 17h30, direction le stade, tout sauf un chemin de croix, ambiance détendue. Jusqu'à la fête finale. Je vous invite tous à un grand week-end à Couillon, les gars. Et le prochain adversaire de l'US Concarneau sera désigné au tirage au sort qui a lieu ce mercredi soir. Et ce jeudi, une autre équipe bretonne est en lice en Coupe de France. C'est le Stade Brestois qui affronte Metz, coup d'envoi prévu à 19h45. André Sergent, le président de la Chambre d'agriculture du Finistère, a ouvert récemment les portes de son exploitation à Bezec-Cap-Sizun. Il a fait visiter une unité de méthanisation en cours de montage, un projet soutenu par la région, l'ADEME et le département du Finistère dans le cadre du plan biogaz. Valentine Bouc a participé à cette visite. Sur cette ferme de 200 hectares du Cap-Sizun, André Sergent présente les travaux de la future unité de méthanisation. Le principe, valoriser le lisier de l'élevage de cette exploitation. Après broyage dans ces cuves, le lisier se transforme en biogaz. Et on s'était posé la question de savoir si on pouvait améliorer l'état sanitaire, environnemental, mais également économique de l'exploitation avec cette nouvelle activité. On a pu constater qu'on était capable de générer une production d'électricité de l'ordre de 207 kW, ce qui est l'équivalent, si hors chauffage, hors eau chaude, de la consommation d'électricité annuelle de 600 ménages, si on prend les chiffres de l'ADEME de 2008. Donc c'est pas rien. L'énergie produite viendra alimenter le réseau EDF. La chaleur sera quant à elle valorisée pour le chauffage de la maternité des truies. Les éleveurs sont ainsi amenés à diversifier leur activité. Moi, je considère bien la méthanisation comme étant une production supplémentaire à l'activité agricole. Et en aucun cas faire de la méthanisation pour sous-évaluer nos productions d'élevage. Et c'est pour ça que cette autre production, elle se doit aussi d'être rentable, tout comme les productions d'élevage, qui malheureusement, actuellement, c'est compliqué. Et cette méthanisation, par contre, lorsque on est éleveur, c'est vrai que c'est un complément qui est en adéquation avec ce métier d'élevage. La méthanisation est un enjeu important pour la région. Elle fait partie des politiques de développement des énergies renouvelables.
Au-delà de tous les intérêts qu'elle peut avoir pour l'agriculture, la méthanisation fait partie des énergies nouvelles que nous sommes effectivement à mettre en place dans le cadre de ce pacte électrique breton. La Bretagne doit être, elle est déjà, mais elle doit être la première région, je veux dire, en nombre d'installations, mais au-delà du nombre d'installations, elle doit être la première région en production d'énergie renouvelable. Ce projet s'élève à plus d'1 million d'euros et le retour sur investissement serait atteint entre 6 et 7 ans. Allez, de l'agriculture, on passe à la culture. Le musée de Pont-Aven est fermé pour travaux jusqu'en novembre 2015. Mais pendant la fermeture, il est possible de découvrir l'école de Pont-Aven. L'équipe du musée a en effet organisé des animations culturelles hors les murs. Sophie Lecroisier a suivi un de ces ateliers découvertes des peintres de l'école de Pont-Aven. Ici, une diagonale, l'arbre, le tronc d'arbre, là, on verra que c'est ça l'influence du japonisme. Ça, c'est novateur. Un style novateur, c'est bien ce qui caractérise l'esthétisme de l'école de Pont-Aven. Et pour bien comprendre comment s'est mise en place cette influence picturale, l'équipe du musée de Pont-Aven propose de parcourir une sélection de 10 œuvres. C'est quand même une révolution picturale, une révolution artistique qui a eu lieu ici, puisqu'ici, à l'initiative de Gauguin et d'Émile Bernard, à la fin du 19e siècle, les peintres ont commencé à oser faire des choses nouvelles, oser peindre différemment. On oublie la perspective, on oublie les ombres, on va primer sur la couleur qu'on veut éclatante, on ne va pas vouloir représenter une réalité, un paysage que l'on voit exactement, on va représenter une émotion. Cet atelier est proposé tous les mardis au point d'information du musée jusqu'à la fin de l'année. 1 heure d'échange, en toute convivialité, le public apprécie. Les peintures, elles étaient bien faites, moi j'ai bien aimé, quoi. Je n'ai aucune connaissance de base dans la peinture ou dans l'art. Donc en fait, c'est vrai que du coup, quand elle expliquait par rapport aux tableaux, enfin aux différentes œuvres, l'évolution, avec les perspectives, les diagonales, enfin, j'ai compris en fait. Enfin, je comprenais mieux comment analyser la peinture en fait. Pour poser un regard sur une œuvre, il faut qu'on ait un minimum de connaissances sur comment elle s'est construite. Et l'histoire, elle est bien rendue, que ça c'est vraiment intéressant. Moi, je ne me suis pas ennuyée du tout. Pendant les vacances scolaires, des animations artistiques sont aussi proposées aux tout-petits, ainsi qu'une balade nature sur les traces des peintres de Pont-Aven. Allez, on reste dans le domaine culturel avec l'archéologie qui se pratique souvent en grattant la terre, mais aussi parfois sous la mer. Pour découvrir le travail des archéologues plongeurs, Océanopolis propose pendant toute la durée des vacances d'hiver une animation baptisée L'archéologie sous-marine vous révèle ses secrets. Yann Lenozer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le régisseur et concepteur de cette exposition. Il paraît que l'idée d'ailleurs de faire connaître l'archéologie sous-marine est née lors des tonnerres de Brest 2012. Expliquez-nous comment. Au regard d'une association qui s'appelle l'Adramar, qui vient de Saint-Malo et qui fait du très bon travail de vulgarisation de ce métier. Et ils avaient un carré de sable avec des fils tendus et des objets posés sur le quai. Et il y avait des gamins accroupis tout autour et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc je les ai contactés pour venir faire des ateliers à Océanopolis pendant les vacances. Alors Yann Lenozer, on va découvrir justement comment est organisé cet atelier, justement avec ce carré de sable et ces fils tendus. On a assisté justement à une explication avec un des participants, un des archéologues de l'Adramar, l'association donc d'archéologie sous-marine. Alors ces objets-là, ça ressemble. Un pistolet. Alors, c'est pas un pistolet. C'est en fait un crochet. Vous voyez, il y avait un rond ici. Ça servait à mettre des cordes. Hein. Mais ça ressemble un peu à un pistolet, c'est en métal, mais c'est un crochet. Alors ça pourrait ressembler à un fusil, mais en fait c'est pas ça qui se passe. Autour du clou, il y a des petits coquillages, il y a de la rouille qui s'agglomère. Donc l'objet il a disparu en fait, il était à l'intérieur. Il a entièrement disparu. Mais pour nous il n'a pas vraiment disparu puisque on a encore l'empreinte. Donc ce qu'on fait, on met de la résine dedans, on fait un moule. Normalement on ne l'ouvre pas en deux comme ça, on fait un petit trou, on moule et on va retrouver exactement l'objet. Voilà, reconstituer les objets à partir des moules formés par les concrétions, par les différents coquillages, ça c'est fabuleux comme explication. Ah c'est extraordinaire, il y a je sais pas s'il y a du rêve dans les yeux des enfants, mais en tout cas il y a un fort étonnement parce qu'on n'imagine pas tout le travail qu'il y a à partir du moment où on repère une épave et les objets qui la composent et la présentation dans les musées. Ça c'est vraiment un travail extraordinaire qui est fait par les gens du Drasme.
Hein, c'est Le DRAS, c'est le service public service d'État qui fait le même travail que la Dramar, qui est une association. Voilà, absolument. Mais bon, c'est par rapport à tous les objets, par exemple, qui sont présentés dans les vitrines. Il y a une exposition très intéressante à découvrir en parallèle de ces ateliers pour les enfants. Voilà, absolument. Bon, c'est vrai que le cœur de la chose, c'est les ateliers, parce que pendant les petites vacances comme ça, on essaye toujours d'attirer les petits, et puis pour aller au-delà et intéresser les parents, donc les petits sont en train de gratter le sable et de découvrir l'archéologie et ses secrets, il y a 2 très belles expositions. Voilà. Et on peut découvrir justement tous ces objets, des objets qui viennent pour certains des eaux bretonnes. Alors les 2 épaves qui sont représentées là, ça vient des eaux bretonnes. Il y a l'épave de l'Indiane qui était un bateau coulé en 1817, je crois, au large de Kerlouan, là, à quelques encablures de la côte de Kerlouan. Ouais. Donc c'est une épave, on va dire récente. Ouais. Et puis le travail du Drasme sur cette épave est récent aussi parce que c'est 2011, 2012, 2013. Donc il y a de très très beaux objets, notamment la cloche du bateau, c'est toujours un peu symbolique. Ouais. Il y a vraiment des merveilles qui nous ont été prêtées. Et puis il y a des objets issus de 2 autres épaves sur un énorme chantier, c'est les épaves de la Natière, c'est une roche au large de Saint-Malo. Et là le chantier de fouille est loin d'être fini, mais il vaut mieux laisser les objets sous l'eau que de mal les stocker. Que de mal les stocker et les détruire en les sortant de l'eau. On voit les animations donc pour les enfants. C'est à découvrir donc toute la journée, l'exposition. Et puis les ateliers pour les enfants, c'est 11h30 et 16h30. 11h30 et 16h30, une petite heure. Pour des enfants de 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. Ouais, absolument. Et puis pour les enfants, il y a également le film de l'après-midi qui tourne à l'auditorium, Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne et Rackham le Rouge. Pour continuer un petit peu dans le rêve de l'archéologie. Merci beaucoup, Eliane Leneuzer, donc à découvrir pendant toute la durée des vacances d'hiver. Merci beaucoup. On se retrouve pour notre part demain à partir de 19h30 dans l'instant T. Toujours bonne soirée à vous et à demain.